Eh bien, bonjour, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Bonjour, alors donc je m'appelle Vincent Blanchard, je suis conservateur au département des Antiquités orientales, où j'ai plus particulièrement la charge des collections anatoliennes et d'une partie des collections provenant de Syrie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de la création de ce département? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce département? Alors, le département des Antiquités orientales est l'un des 8 départements du Louvre. On y trouve des objets archéologiques provenant du Moyen-Orient sur une période qui va du néolithique jusqu'à la conquête islamique, puisque tous les objets datant d'après la conquête islamique dépendent du département des arts de l'islam. Donc nous nous focalisons sur ce qu'on appelle le Proche-Orient, grosso modo de l'est de l'Égypte jusqu'à l'ouest de l'Inde et du sud du Yémen jusqu'au Caucase, pour donner un peu un contexte géographique. Et nous présentons la plupart des grandes civilisations qui se sont succédées sur ce territoire avant la conquête d'Alexandre et après également la conquête d'Alexandre. Donc nous avons des pièces vraiment majeures comme les taureaux du palais de Sargon II découverts à Khorsabad, comme les portraits de Palmyre également provenant de Syrie, comme les sarcophages assyriens, des sarcophages phéniciens, ou encore une pièce magnifique qui nous a été prêtée à long terme par la Jordanie, qui est donc une sculpture en plâtre et qui date d'il y a 9000 ans. Qui est donc l'objet le plus vieux qui soit au Louvre, en fait, et donc qui est exposé dans notre département, qui n'appartient pas au Louvre, mais qui nous est prêté à long terme par la Jordanie. 9000 ans, 7000 avant notre ère. Exactement. Et qui date, qui est où en fait exactement Alors elle vient donc de Jordanie et elle date donc des débuts, enfin pas des débuts du néolithique, mais des premières phases du néolithique, le moment où donc l'homme, après s'être sédentarisé, change sa façon de vivre, non plus en chassant et en cueillant, mais en produisant sa nourriture grâce à l'agriculture et dans un deuxième temps grâce à l'élevage. Et donc toutes ces pratiques sont déjà connues quand on décide de faire donc cette statue, la statue donc d'Aïn Rassal, qui est donc cet objet que nous présentons. Et donc c'est une sculpture assez étrange, le personnage n'a pas de bras, c'est une statue en chaux avec une armature en roseau à l'intérieur, et donc elle a des yeux qui sont figurés grâce à du bitume, en fait. Alors elle était probablement peut-être peinte en partie, il y avait probablement des cheveux en fibre végétale, enfin elle ressemblait à autre chose que ce qu'on peut voir, maintenant. Assurément, pourtant, la pièce la plus célèbre et la plus importante de tout le département, c'est bien entendu le Code d'Hammurabi, qui provient de Babylone, mais qui n'a pas été trouvée à Babylone. Enfin, est-ce qu'elle provient de Babylone? Ça reste à voir, mais elle a été découverte dans une ville qui est aujourd'hui en Iran, qui s'appelle Suse, et parce qu'elle avait été dérobée dans l'Antiquité. Quel plus vieux texte juridique qu'on a retrouvé. Alors, qui est l'un des plus vieux textes juridiques. Pendant longtemps, on pensait effectivement que c'était le plus ancien code de loi de l'humanité. En réalité, il y avait, près de 500 ans avant, déjà d'autres codes de loi, donc dont le code de Ur-Nammu, un empereur néo-sumérien, à peu près dans la même ère géographique, un peu plus au sud. Et le code d'Hammurabi est un héritier en réalité du code d'Ur-Nammu, qui est pour l'instant l'un des plus anciens qu'on connaisse. Mais c'est sûr que le code d'Hammurabi, qui date de 1700, à peu près 1700-1800 avant Jésus-Christ, est effectivement déjà extrêmement ancien. Et c'est de ce code que l'on tire l'adage de la Bible, œil pour œil, dent pour dent, puisque c'est exactement un des articles du code d'Hammurabi. C'est ce qu'on appelle la loi du talion. Exactement. Voilà. Le Code d'Hammurabi dont j'ai parlé, je crois, dans 2 ou 3 épisodes. Je crois que c'est une des œuvres que j'ai le plus traitées dans mes vidéos. Alors, aujourd'hui, justement, dans ce département des Antiquités orientales, on va parler un petit peu de Paul-Émile Botta,
et des découvertes qu'il a un peu pu faire et de ce qu'il a pu ramener dans le département. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Botta? Alors en fait, Paul-Émile Botta, bien c'est un érudit, hein, comme souvent au XIXe siècle, il touche à tout, c'est un voyageur, il a été embarqué à 24 ans sur un navire pour être chirurgien, et pendant son voyage, eh bien, il s'est essayé à l'histoire naturelle et à la linguistique. Et d'ailleurs, il a publié dans ces deux domaines. Il a fait une description de la faune et de la flore californienne, et il a publié un des premiers, on va pas dire dictionnaire, mais en tout cas, oui, vocabulaire, une liste de vocabulaire franco-hawaïen. Donc, ça ne destinait pas vraiment à l'archéologie proche-orientale. Et en fait, mais voilà, il correspond un peu à l'esprit de beaucoup voilà, d'érudits du 19e siècle, de touche à tout, un peu l'honnête homme, la suite de l'honnête homme du 18e. Ouais, il est fils d'historien en plus. Voilà, exactement, fils d'un historien italien, enfin piémontais, et donc qui était, quand Napoléon a annexé le Piémont, il est parti en fait avec son père est allé s'installer avec sa famille en France en fait. Et donc Paul-Émile Botta, en fait, il se rend en Égypte à l'invitation de Mohamed Ali et fait partie un peu de ces érudits occidentaux que le souverain appelle pour moderniser un peu l'Égypte. Et il va probablement là s'intéresser pour la première fois à l'archéologie. Alors, en tant que grand érudit, bien entendu, c'est un grand connaisseur de la Bible, et c'est donc dans les années 30 qu'il commence sa carrière de consul pour le compte de l'État français. Et en 1842, Louis-Philippe le nomme consul de France à Mossoul. Et alors, bon, il semblerait que Louis-Philippe ait créé ce poste rien que pour Botta, qui s'intéressait donc beaucoup au récit biblique et en particulier souhaitait retrouver des traces eh bien de la civilisation des Assyriens en fait, et notamment de la ville de Ninive. Alors les Assyriens à cette époque-là, donc au début des années 1840, eh bien, on les connaît évidemment grâce au récit biblique et également grâce aux textes de certains auteurs classiques, comme Hérodote bien sûr, et des gens moins connus, comme Diodore de Sicile ou aussi Strabon, qui évoquent cette civilisation, notamment en reprenant les légendes qui tournent autour de deux personnages iconiques, Sémiramis et Sardanapale, comme un peu incarnation de ces légendes orientales. D'accord. Et alors, du coup, là-bas, en pensant, il s'intéresse à Ninive, et en pensant découvrir justement les ruines de Ninive, qu'est-ce qu'il découvre? En fait, déjà, quand il arrive à Mossoul, il décide de fouiller les tels. Donc, ce sont des espèces de collines artificielles qui sont les restes des villes proche-orientales, parce que les villes proche-orientales, les murs étaient faits de briques crues, et donc au bout d'un moment, ces murs redeviennent de la terre en fait. Donc, les villes se occupent des strates les unes au-dessus des autres, puis quand elles sont abandonnées, eh bien, ça forme ces collines artificielles qu'on appelle des tels en fait. Donc, il fouille les tels autour de Mossoul et il n'y trouve rien. Alors que c'est là en fait que se trouve Ninive, et il déporte ses ouvriers à 15 km de là, à côté du village de Khorsabad. Et là, il va découvrir pour la première fois les restes d'une architecture assyrienne, le palais de celui que l'histoire va appeler Sargon II, Sharoukine. Et il va donc découvrir les restes de Dur-Sharoukine, la ville que Sargon avait fait édifier au milieu du désert. Une sorte de ville nouvelle qu'il avait faite construite pour lui. Alors évidemment, il est persuadé d'avoir découvert la Ninive biblique. Or, ce sera Henry Layard, l'archéologue anglais, qui aura cette chance. Cette cité qu'on appelle aussi Khorsabad. Alors Khorsabad, c'est le nom actuel du village. D'accord. La ville s'appelait Dur-Sharoukine. Elle a une existence extrêmement limitée, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas eu d'autre nom en fait. Alors Dur-Sharoukine, Sargon, donc Sargon c'est si vous voulez l'adaptation en grec du mot assyrien qui est Sharoukine, qui veut dire le légitime,
probablement parce qu'il ne l'était pas vraiment. Et, et donc, Sargon, que nous appelons Sargon II, par opposition à Sargon d'Akkad, d'un autre peuple bien plus ancien, Sargon II, donc, il se fait construire une ville nouvelle. Alors, ça commence par le palais, puis les murailles de la ville, et donc il fait construire cette ville extrêmement prestigieuse. Et 5 ans après le début des travaux, il meurt à la guerre. Et son fils, Sennachérib, justement connu, lui, par le récit biblique, eh bien, il considère que si son père est mort, c'est à cause d'une malédiction divine. Jamais il n'aurait dû s'éloigner pour construire cette ville, et donc il abandonne tout, et il rentre pour le cœur du pays, autour de Nimroud, et il va à Ninive, en l'occurrence, et à Ninive, il se fait construire son propre palais. Et donc la ville de Dur-Sharrukin, Dur-Sharrukin ça veut simplement dire la ville de Sargon, tout simplement. Et la ville de Dur-Sharrukin continue d'être occupée par des gouverneurs, peut-être que des gens y ont vécu effectivement, mais très vite, elle est abandonnée quelques années plus tard, et elle sera entièrement oubliée des hommes, jusqu'à ce que Paul-Émile Botta la redécouvre. Pourtant, c'était extraordinaire. Sargon avait fait construire un aqueduc pour amener de l'eau, parce que c'était vraiment au milieu de nulle part, un aqueduc extraordinaire, donc on a encore les restes aujourd'hui, donc dans le Kurdistan actuel, enfin le Kurdistan irakien actuel. C'est vraiment des travaux prodigieux, mais qui malheureusement n'auront pas servi à grand-chose. Que d'argent gaspillé. En quelque sorte. Ah, le peuple... Et de travail surtout. Parce qu'il n'y avait pas encore de pièces de monnaie, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de travail, d'efforts et de ressources pour... Alors, quelque chose qui est pourtant extraordinaire, mais qui n'a pas beaucoup servi. Et du coup, Botta retrouve cette cité à peu près quand ? En 1843, du coup, un an après son arrivée, au printemps 1843, donc près d'un an après son arrivée au consulat. J'imagine qu'il va y passer pas mal de temps quand même. Oui, quelques années, et puis après il est appelé à d'autres fonctions diplomatiques. Alors attendez, du coup je ne me souviens plus ce qu'il fait après. Il est nommé où ? Voilà, c'est ça, oui. Il est nommé en 48 consul à Jérusalem, puis à Tripoli. Donc finalement, voilà, il y reste quelques années, le temps évidemment donc de découvrir cette ville. Alors, il est en but à l'antipathie marquée du pacha, c'est-à-dire du gouverneur local. Il est un peu désarmé face à la grandeur de sa découverte. Du coup, l'administration française dépêche auprès de lui, dès 1844, un peintre, Eugène Flandin, qui va faire un plan topographique de la ville et faire le relevé systématique des incroyables reliefs qui ornent les murs, aussi bien du palais de Sargon que de l'entrée, de certaines entrées de la ville, en fait. Et d'ailleurs, Flandin va dessiner les reliefs restants, en fait, qu'il découvre, mais grâce à l'extrême symétrie des décors, il va dès l'époque proposer des restitutions de murs complets qui sont encore pertinentes aujourd'hui, en fait. Et pendant ce temps-là, Botta, lui, fait des relevés d'inscriptions de tous les textes cunéiformes qui ornent les reliefs. Alors, il fait des relevés de ces textes qui ne sont pas compris à son époque. On connaît que très peu de textes cunéiformes depuis la fin du XVIIIe siècle, mais aucun n'est traduit. Et c'est grâce justement aux relevés extrêmement minutieux de Botta que la communauté scientifique internationale va bénéficier d'un corpus de textes qui va pouvoir être étudié afin de décrypter. Alors, évidemment, le cunéiforme sera décrypté grâce à l'inscription de Darius sur le relief de Behistun en Iran, mais on va d'abord simplement déchiffrer le vieux perse. Et c'est vraiment dans un second temps que l'on déchiffrera donc la langue dite akkadienne, qui est donc la langue de Babylone et de la Syrie.
Euh, du coup, il y a eu plusieurs campagnes de fouilles. Sur ces fouilles, qu'est-ce qu'a ramené concrètement Botta de cette cité qui est aujourd'hui exposée au Louvre? Alors, Botta, eh bien, il ramène des reliefs sculptés qui ornaient en fait la base des murs du palais de Sargon. Alors, ces reliefs, ces grandes dalles de gypse ornées de reliefs, ça s'appelle des orthostates. Pourquoi C'était au départ simplement des dalles de pierre qui maintenaient la rigidité du mur en briques. Comme je vous l'ai dit, ces murs en briques crues, simplement séchés au soleil, ont tendance à s'affaisser avec les années. Et donc, en Syrie, dès l'âge du bronze, on a l'idée de mettre des dalles de pierre à la base des murs pour faire en sorte qu'ils restent debout le plus longtemps possible. Alors avant, on mettait du bitume, en fait, pour étanchéifier notamment. Et puis, ces dalles de pierre qui, au départ, étaient nues, eh bien, au début de l'âge du fer, sous, je dirais, l'influence des Hittites et des Néo-Hittites, eh bien, on va décorer ces dalles de pierre de sculptures en relief. Et ces dalles de pierre, qui au départ étaient assez petites, en fait, eh bien, à l'époque des palais des néo-assyriens, comme celui de Sargon à Dur-Sharrukin, eh bien, ces dalles de pierre vont devenir colossales, gigantesques, comme les fameux taureaux androcéphalélés que l'on trouve maintenant au Louvre, et qui sont assurément les orthostates les plus célèbres de ce palais. Alors, donc ces orthostates, si vous les voyez aujourd'hui, elles sont monochromes, mais il faut les imaginer en partie peintes, avec des couleurs plutôt vives, hein, du rouge, du noir, du bleu. Alors, est-ce qu'elles étaient entièrement peintes? Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous aviez juste des éléments qui étaient peints et une partie qui était laissée. Bon, pour l'instant, on ne sait pas. On espère que les études vont nous permettre de mieux connaître ce décor. Et il faut imaginer que au-dessus de ces orthostates, les murs étaient couverts de briques glacurées colorées. Qu'au sol, vous aviez des tapis colorés. Enfin bref, c'était un univers bien différent de ce qu'on peut imaginer avec ce que nous avons aujourd'hui. Et alors, ces taureaux, justement, ils représentent quoi? Alors, ces taureaux représentent des génies qu'on appelle des Shedou ou des Lamassu. C'est un concentré de force bénéfique puisqu'ils ont le corps d'un taureau. Or, le taureau est toujours associé aux forces bénéfiques et divines depuis le néolithique au Proche-Orient. Ils ont des ailes. Bien sûr, ce sont des génies, donc ils sont pourvus d'ailes. Et enfin, ils ont une tête évoquant celle des grandes divinités mésopotamiennes, avec donc une grande barbe fournie et une tiare avec des cornes, puisque les cornes sont les attributs des êtres divins. Et donc ces taureaux représentent des génies bienfaiteurs qui montrent justement que le roi de l'univers, c'est comme ça que s'appelle le souverain assyrien, que le roi de l'univers est protégé et aimé des dieux, bien sûr. Toujours très modeste. C'est important. Mais pas pour le roi assyrien, qui au contraire écrase ses ennemis dans de grandes campagnes militaires, et après fait venir des tributaires qui vont lui offrir des cadeaux de partout dans l'Empire. Et c'est d'ailleurs le thème de certains des reliefs parce qu'à part les taureaux androcéphalélés, il y a d'autres reliefs extrêmement intéressants, notamment des défilés de serviteurs apportant des cadeaux venant des quatre coins de l'Empire, des chevaux mèdes venant d'Iran, des meubles plaqués d'ivoire venant de Phénicie, enfin des cadeaux qui proviennent de partout dans l'Empire et qui viennent magnifier la puissance du roi assyrien. Ces taureaux, on peut les considérer aussi comme des génies un peu protecteurs ou... Ah oui, complètement, oui, justement. Qui veillent aussi sur la population, peut-être Alors, on les place à la fois à l'entrée du palais, dans les cours du palais et à l'entrée de la ville. Bien entendu, ils protègent aussi bien le souverain que sa population. D'accord. Il y a aussi autre chose qui a été découvert, la frise du transport du bois. Alors, c'est assurément... avec les taureaux androcéphalélés, le relief le plus fascinant de cet ensemble, puisqu'il nous montre le transport du bois de cèdre du Liban, depuis les monts Liban,
jusqu'au pays assyrien. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on voit en fait le transport des cèdres, ces gigantesques troncs d'arbres. Alors pourquoi les bois de cèdre du Liban? Simplement parce que dans l'Antiquité, seuls les troncs des cèdres gigantesques des monts Liban permettaient de faire des poutres suffisamment colossales pour maintenir le toit des grands palais et des grands temples de Mésopotamie. La Mésopotamie n'a pas de bois, et pas de bois digne de ce nom, et donc évidemment on fait venir le bois le meilleur qui soit, à savoir celui des cèdres du Liban. En plus c'est un bois odorant, et donc qui ajoute, si vous voulez, ce qui ajoute au prestige de... Et ce bois de cèdre, évidemment, il est exploité depuis très longtemps déjà, à l'époque de Sargon. Et donc on voit des hommes qui transportent à l'aide de cordages ces troncs qu'ils font traîner en fait sur le sol. Ils les remontent par flottage sur la mer depuis la côte libanaise jusqu'à la côte syrienne. Et on voit d'ailleurs sur le relief des villes phéniciennes qui existent toujours aujourd'hui, Tyr, Fort Howard. Comme ça, on suit vraiment le périple de ces bois que l'on tire par bateau et qui flottent sur la mer. Et donc ils sont accompagnés de génies bénéfiques, évidemment, qui surveillent un peu le transport. Et une fois arrivé donc plus au nord de la côte levantine, eh bien, on décharge, on tire ces troncs d'arbres sur la plage, et après on les emmène, on le voit très clairement, par la montagne, le nord de l'Irak actuel, jusqu'en pays assyrien. Alors malheureusement on n'a pas la fin, mais on imagine que là ils vont servir pour la construction. Donc c'est une frise qu'on peut analyser sous différents angles, qui nous montre non seulement l'utilisation de matières premières, de la logistique, du commerce, la construction, enfin beaucoup de choses en fait. On a énormément d'informations grâce au relief néo-assyrien. Vous avez le transport des bois de cèdre du Liban chez nous, mais bien entendu, les reliefs conservés au British Museum, par exemple, nous montrent aussi d'autres prodiges architecturaux. On a des reliefs néo-assyriens qui nous montrent comment les fameux taureaux androcéphalélés que nous voyons aujourd'hui étaient installés à l'aide de cordes tirées pour être mis en place au pied des murs. Enfin, les reliefs assyriens sont vraiment une mine colossale d'informations aussi bien sur la guerre assyrienne que sur la construction, que sur la vie du roi. Bref, c'est vraiment un répertoire iconographique extrêmement riche. Après ces fameuses découvertes de Botta, après de cette cité, après qu'il ait ramené tout ça, donc tu l'as dit tout à l'heure, il va être muté en fait ailleurs. Et on a Victor Place qui prend sa place. Voilà. Victor Place, évidemment, succède à Paul-Émile Botta en 1851 en tant que consul à Mossoul. Et lui va reprendre la fouille de manière très systématique. Et il sera assisté d'un peintre, Félix Thomas, qui va notamment... peindre une magnifique vue de la découverte des reliefs, une vue peinte qui a été installée récemment dans les salles et qui a vraiment un côté qui fleure bon l'aventure archéologique de la fin du milieu du 19e siècle. Et un photographe. Mais surtout, voilà, il va être accompagné d'un photographe dont j'ai oublié le nom mais que je vais retrouver tout de suite, Gabriel Tranchant, qui va être le premier en fait à utiliser la photographie inventée il y a à peine une dizaine d'années, un peu plus, enfin oui non pas tant que ça d'ailleurs, donc la photographie nouvellement inventée pour le besoin scientifique de la fouille archéologique. C'est la toute première fois que la photographie est utilisée pour aider au travail archéologique. Et d'ailleurs, dans les salles du département, nous avons donc sur les panneaux, on a une des photos de Victor Place, de Gabriel Tranchant, qui est... je n'arrive jamais à me souvenir correctement. Tranchant, voilà.
on a donc dans les salles du département une reproduction d'une des photos de Gabriel Tranchant pour Victor Place. Malheureusement, Victor Place n'aura pas autant de chance que Botta, puisque lorsque les taureaux et les reliefs que lui découvre sont chargés le long de l'Euphrate pour être emmenés à Paris, eh bien, ils sont attaqués par des bédouins, et malheureusement les reliefs qu'il découvre eh bien, tombent dans l'Euphrate, et ils sont toujours aujourd'hui. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne doivent plus ressembler à grand-chose, puisque l'albâtre gypseux dont ils sont faits est malheureusement très très sensible à l'eau. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, puisque néanmoins, l'un des reliefs qui avait été abandonné au bord de l'Euphrate a quand même été ramené. Et vous voyez toute la partie qui a trempé dans la boue, qui est où on voit donc justement l'eau a fait son œuvre. Voilà, donc il n'a pas eu de chance, le pauvre Place. Non. Et d'ailleurs, il est rappelé pas très longtemps après pour abandonner il abandonne son poste au consulat, il me semble. Exactement, mais au moins ce qui est intéressant avec Place, justement, ce sont ces premières photographies de fouilles qui sont aussi des témoins extrêmement précieux. Eh bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur tout ça? Ça sur Place, Botta ou les découvertes du Louvre? Alors, quand les taureaux arrivent au Louvre, il faut imaginer ce que ça donnait dans les rues de Paris, ce transport de ces sculptures. Il y a donc un véritable engouement pour les antiquités mésopotamiennes, et c'est vraiment une redécouverte de l'art mésopotamien. Mais à l'époque, ces collections font partie du département des Antiques. Et c'est seulement en 1881, après une autre découverte importante en Irak, que sera créé le département des Antiquités orientales. Le département des Antiquités orientales ne sera créé qu'en 1881, à la suite de la découverte de la ville de Guirsou. Donc sur le village actuel s'appelle Tello. Et la ville de Guirsou, eh bien, permet la redécouverte d'un peuple encore plus ancien que le peuple des Assyriens, c'est le peuple des Sumériens. Mais là encore, c'est une autre histoire. Une petite précision sur le département des Antiquités orientales. Donc là, tu nous parlais des taureaux. Oui, alors, il y a une petite subtilité sur ces reliefs, c'est que certains des taureaux qui sont présentés étaient figurés à l'entrée d'un passage. Et donc, ils faisaient un angle du mur, et le relief donc recouvre l'angle du mur. Et si on regarde attentivement le nombre de pattes des taureaux, on s'aperçoit qu'ils en ont 5 en réalité. 2 à l'arrêt devant et 3 autres en attitude de la marche sur le côté. Alors, ça n'a absolument rien de symbolique. C'est juste que pour les Assyriens, il était important psychologiquement, quand on se trouvait devant un taureau, de bien voir les 2 pattes à l'arrêt. Et quand on regardait le taureau de profil, qu'on voit bien les 4 pattes du taureau. Ce qui fait que quand on tourne autour du taureau, eh bien on constate qu'il en a 5. Mais il n'en a pas 5, il en a toujours 4. Simplement, ça dépend du point de vue. Bien sûr. Et là, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, on essaiera de mettre une image, sinon on ne comprend absolument rien. On ne comprend absolument rien. C'est juste quand on est devant, généralement, les gens, ça leur saute tout de suite aux yeux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de le voir. Voire de faire un mouvement caméra pour bien suivre et compter le nombre de pattes. J'avais une autre anecdote. En fait, oui, je voulais rajouter que l'une des autres gloires du département, c'est bien entendu le décor du palais de Darius à Suse. Donc Darius, ce grand roi perse, qui a vraiment donc conquis le Proche-Orient. Et en fait, il se fait construire une nouvelle capitale à Suse, en dehors du phare, c'est-à-dire du cœur du pays perse. À Suse, donc, ville déjà plurimillénaire, il se fait construire un magnifique palais. Un palais dont il décore les murs de briques glacurées colorées,
que nous présentons donc dans le département. Pour cela, il fait d'ailleurs venir des artistes de Babylone, puisque ce sont les Babyloniens et les Assyriens qui étaient passés maîtres dans l'art du décor en briques moulées glacurées. Et dans ce décor, au milieu de la salle, nous avons aussi présenté un chapiteau de colonnes avec 2 inventrains de taureaux. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce que vous voyez, c'est juste le chapiteau de la colonne. Ce chapiteau fait déjà plus de 6 mètres de hauteur. La colonne en elle-même faisait 22 mètres de hauteur et il y en avait 36 dans ce qu'on appelait l'apadana, c'est-à-dire la salle du trône où le roi perse trônait et recevait les ambassadeurs. Il ne savait pas faire dans la demi-mesure. Non. Et alors, je vais peut-être dire une très grosse bêtise. C'est Darius, le fameux qui se bat contre Alexandre? Non. Là, celui qui fait construire le palais dessus, c'est Darius Ier. Et celui qui est défait par Alexandre, c'est Darius III. Mais il y a eu d'autres... il n'y a pas eu Darius 1, 2 et 3. Il y a eu Xerxès, Artaxerxès 1, 2 et 3. Enfin, voilà. Il y a eu du monde qui sépare. Il y a eu du monde qui sépare Darius de Darius III. Super. Merci beaucoup pour ce temps accordé. Merci à vous.